L'horreur ne crie pas toujours. Parfois, elle chuchote, drapée dans la soie et les rituels anciens. En cet hiver glacial de 1396, au cœur d'une France meurtrie, une forteresse de pierre grise absorbait le froid, non pas comme un bouclier, mais comme un linceul invisible. Le vent s'infiltrait par les meurtrières avec un murmure bas, presque humain, une lamentation anticipée. Il n'annonçait ni bataille ni invasion, mais quelque chose de plus intime, de plus silencieux. Un secret que l'histoire, des siècles plus tard, préférerait ne pas affronter. Dans une chambre étroite, à peine éclairée, une fillette restait figée. Elle s'appelait Isabelle de Valois. Elle avait 12 ans. Elle ne pleurait pas, elle ne parlait pas. Sa quiétude n'était pas sérénité, mais une obéissance apprise bien trop tôt. Autour d'elle, les femmes de la cour se mouvaient avec une précision rituelle. Elle peignait ses cheveux clairs jusqu'à ce qu'ils brillent sous la flamme des bougies. Elle murmurait des prières, un son continu, presque mécanique. Isabelle les écoutait à peine. Son attention était captivée par le battement désordonné de sa propre poitrine. La robe de lin qu'elles avaient posée sur son corps était lourde, trop pour sa silhouette fragile. Elle reposait sur ses épaules tel un poids, annonçant un destin scellé. Le parfum ténu de lavande et de cire imprégnait le voile qui descendait sur son visage. Quand elles eurent terminé, la fillette avait disparu. Devant le miroir de métal poli, il n'y avait plus une enfant, mais une figure cérémonielle, prête à remplir une fonction que personne n'osait nommer. Dehors, le vent frappait les murs. Dedans, l'air s'épaississait. Ce n'était pas seulement de la peur, c'était la densité d'un rituel immémorial, d'une coutume maintenue par des siècles d'autorité. Dans le grand salon inférieur, son époux l'attendait. Richard II d'Angleterre, un roi marqué par la perte. La mort de sa première reine avait laissé une profonde brèche, non seulement dans sa vie privée, mais aussi dans l'équilibre de son royaume. L'Angleterre avait pleuré avec lui. Mais les rois n'ont pas droit au deuil éternel. La paix exigeait plus que de la tristesse, elle exigeait un accord, et cet accord ne fut pas scellé avec de l'encre, mais avec un jeune corps transformé en promesse. Isabelle n'était pas une fiancée, elle était un traité vivant, une garantie que deux couronnes cesseraient de s'affronter. Pour que cette promesse soit incontestable, elle devait être observée, enregistrée, confirmée. Pas une seule fois, pas en secret, mais d'une manière qui éliminerait tout doute futur. Cette nuit-là n'était pas la fin d'une cérémonie festive, c'était le début de quelque chose de prolongé, de surveillé, de méticuleusement ordonné. Avant que les portes de la chambre ne se referment, Isabelle comprit sans un mot que sa vie ne lui appartenait plus. Son enfance avait été livrée non par cruauté individuelle, mais par la froide logique du pouvoir. Dans cette compréhension silencieuse, la forteresse entière sembla s'incliner sur elle, comme si les pierres mêmes étaient témoins d'un acte qui, bien qu'accepté par son temps, laisserait une ombre impossible à effacer. Dans le monde où Isabelle de Valois était née, le mariage n'était pas une promesse intime, c'était un outil, un mécanisme poli par des générations pour contenir les guerres et sécuriser les frontières. À la fin du XIVe siècle, l'Europe était gouvernée par des alliances fragiles, scellées par des corps jeunes entraînés à obéir. La France et l'Angleterre se déchiraient mutuellement depuis des décennies. La paix, quand elle arrivait, était une pause inconfortable, jamais une certitude. C'est pourquoi, quand l'union entre le roi anglais et la fille du roi français fut proposée, il ne fut pas question d'affection. Il fut question de stabilité, d'équilibre, de pure commodité politique. Isabelle était née de ce calcul glacé. Dès le berceau, son existence fut lue comme un potentiel diplomatique. Fille de Charles VI de France, dont l'esprit commençait à se fracturer, et d'Isabeau de Bavière, élevée au milieu des intrigues, l'enfant fut éduquée pour accomplir, non pour choisir. Elle apprit à incliner la tête avant d'apprendre à écrire son nom. Richard II n'était pas libre non plus. Veuf sans héritier, il portait le fardeau d'un royaume qui exigeait la continuité. Son deuil avait été sincère, mais politiquement inopportun. La couronne avait besoin d'une nouvelle reine,
un symbole de réconciliation. Ainsi, la différence d'âge, le contraste entre une enfance intacte et un homme marqué par la perte, fut passé sous silence au nom du devoir. On ne parla pas de la fillette, on parla du traité. Dans les documents officiels, Isabelle n'était pas décrite comme mineure, mais comme un lien, une garantie, un pont. Aujourd'hui, l'idée est inconcevable. On insiste sur le consentement, la protection de l'enfance. Mais en 1396, ces frontières n'existaient pas. Le corps était un territoire de plus, et il pouvait être offert pour éviter une guerre majeure. Le voyage d'Isabelle vers l'Angleterre ne fut pas seulement un déplacement physique, ce fut une transition symbolique, de fille à instrument, de personne à fonction. Chaque cérémonie avait pour objectif de rassurer les royaumes, pas la fillette. La magnificence des festivités cachait une vérité inconfortable. Plus le rituel était solennel, plus l'absence d'humanité devenait évidente. Dans la logique médiévale, sacrifier un individu pour sauver des milliers n'était pas cruauté, mais sagesse. Le problème était que cet individu avait toujours un jeune visage et une voix réduite au silence. Isabelle ne fit pas exception. Elle fut l'exemple parfait d'un système qui préférait briser une vie plutôt que de risquer l'instabilité du pouvoir. Tandis que les cloches annonçaient la paix, une fillette franchissait le seuil de son destin sans comprendre tout à fait pourquoi son nom ne lui appartenait plus. L'histoire l'appellerait reine. Mais avant cela, elle fut simplement le prix acceptable d'un monde qui confondait ordre et justice. Ce qui attendait Isabelle après les festivités n'était pas un moment privé, mais une cérémonie soigneusement surveillée. Dans la noblesse médiévale, le bedding se montrait. C'était la preuve visible qu'un contrat était passé du papier au corps. Les époux étaient accompagnés jusqu'à la chambre, dévêtus devant des témoins et placés sous des draps brodés pendant que les bénédictions étaient prononcées. L'intimité n'avait pas sa place là. Elle était remplacée par la confirmation publique. Ce rituel aurait déjà été perturbant pour l'adulte. Mais quand la mariée était une princesse et que le mariage maintenait la paix entre deux royaumes, la procédure se transformait en spectacle. La discrétion était considérée comme dangereuse, le doute une menace politique. C'est pourquoi, dans le cas d'Isabelle, la nuit seule ne suffisait pas. La logique du pouvoir exigeait quelque chose de plus durable. Ainsi naquit le prolongement du rituel, non comme un excès impulsif, mais comme une mesure préventive. L'union devait être vérifiée, enregistrée et appuyée par une autorité médicale et religieuse. Chaque journée avait un but administratif. La chambre n'était plus un lieu de repos, mais un espace d'observation constante. Les témoins cessaient d'être de simples invités pour devenir les gardiens minutieux d'une procédure. Isabelle ne fut informée d'aucun détail. On ne lui expliquait pas l'étendue de ce qui allait se dérouler. Dans ce monde cruellement logique, l'obéissance n'exigeait aucune compréhension. La structure même du rituel était conçue pour éteindre toute question naissante. Tout était recouvert de mots sacrés, du langage solennel du devoir, de la certitude inébranlable que cette épreuve était nécessaire. Des prêtres venaient réciter des prières, non pas pour la fillette, mais pour la validité de l'accord qu'elle incarnait. Des médecins entraient avec la neutralité de ceux qui accomplissent une fonction publique. Ils ne cherchaient pas le bien-être, mais des signes, leur regard, dénué de curiosité, évalué. Pour eux, Isabelle n'était pas une enfant terrifiée, mais une variable cruciale au sein d'un processus plus vaste. Le passage du temps devint confus. Le jour et la nuit se mêlaient sous la lueur constante des bougies, allumées sans relâche. Les portes ne semblaient jamais complètement fermées au monde extérieur, et le silence n'était pas un repos, mais une attente tendue. Chaque son dans le couloir rappelait que la chambre n'appartenait pas à ceux qui se trouvaient à l'intérieur, mais à ceux qui contrôlaient le résultat. D'une perspective historique, ce rituel révèle quelque chose de plus profond qu'une simple coutume extrême. Il expose une mentalité où le corps féminin se transformait en un document légal, où la preuve d'une alliance n'était pas une signature, mais une constatation physique. Isabelle n'était pas préparée pour une vie partagée, mais pour devenir une preuve vivante. Aujourd'hui, nous parlons de surveillance, d'institutions qui observent,
régule et documente. Au XIVe siècle, cette logique existait déjà. Bien que recouverte d'encre et de latin, le contrôle n'avait pas besoin de violence visible. Il suffisait de la répétition, de la présence constante, de la certitude qu'il n'y avait aucune échappatoire. La cérémonie qui débutait pour Isabelle ne visait pas à la détruire, mais à l'utiliser. Et c'est dans cette nuance que réside sa plus grande obscurité. Car lorsque la souffrance est présentée comme une procédure légitime, elle cesse d'être perçue comme de la cruauté. Elle devient invisible, acceptable, nécessaire. Avant la fin de la première journée, la fillette comprit une vérité essentielle. Elle n'était pas là pour être écoutée, ni même pour être rassurée. Elle était là pour que d'autres puissent dormir tranquilles, convaincus que la paix avait été assurée. Ainsi, sous le poids d'un rituel qu'elle n'avait pas choisi, commença le décompte des jours qui effaceraient définitivement la frontière entre son corps et le pouvoir. Au fil des heures, le temps cessa d'avancer naturellement. À l'intérieur de la chambre, les jours ne se mesuraient pas à la lumière du soleil, mais aux visites programmées. Les aurores et les nuits se confondaient sous la lueur constante des bougies, allumées sans interruption pour que rien n'échappe à l'observation. La répétition devint la norme. Chaque journée semblait une copie de la précédente, dénuée de surprises, chargée d'une attente silencieuse. Le rituel s'étendait non par caprice, mais par un calcul précis. 7 jours pour cette confirmation. Dans la mentalité médiévale, ce nombre n'était pas un hasard. 7 évoquait la perfection, l'ordre divin, un cycle complet, approuvé par le ciel. En prolongeant le processus, les royaumes ne cherchaient pas seulement la certitude politique, mais une légitimité symbolique inébranlable. Si le rituel durait une semaine entière, personne ne pourrait l'accuser de hâte ou d'incomplétude. Pour Isabelle, cette logique restait incompréhensible. Sa perception du monde se réduisait à l'espace immédiat, les murs froids, le lit toujours prêt, les pas qui s'approchaient dans le couloir. La chambre n'était plus un lieu, mais une condition d'existence. Elle n'offrait ni refuge, ni intimité. C'était une scène permanente, où elle devait rester présente, consciente que chaque geste serait interprété, évalué, transformé en annotation. Les médecins entraient 2 fois par jour, non pas à la hâte, mais avec une méthode implacable. Ils observaient, posaient peu de questions, mais annotaient beaucoup. Leurs mots étaient techniques, distants, formulés pour les archives, non pour le réconfort. Chaque inspection renforçait une vérité troublante. Le bien-être de la fillette ne figurait pas parmi leurs priorités. L'important était que le processus avance, comme prévu, sans accroc. Dans le couloir, les gardes se relayaient. Ils n'étaient pas là pour la protéger, mais pour s'assurer que rien n'interrompait la procédure. La porte s'ouvrait et se fermait suivant un rythme imposé de l'extérieur. Isabelle apprit à anticiper ces moments, à se crisper à chaque bruit métallique, à chaque murmure qui traversait le bois. La fatigue ne trouvait pas de soulagement. Le repos, quand il arrivait, était bref et surveillé. Même le silence avait un but fonctionnel. On ne lui permettait pas de disparaître d'elle-même, de perdre conscience de la place qu'elle occupait dans le rituel. La surveillance constante maintenait son esprit ancré à la réalité imposée. D'une perspective contemporaine, ce type de contrôle rappelle d'autres formes de réclusion sans barreaux. Il n'y avait pas de chaîne visible, mais l'absence de choix était totale. Isabelle ne pouvait pas fuir, ne pouvait pas refuser, ne pouvait pas négocier. Son corps était présent, mais sa volonté avait été absorbée par la structure qui l'entourait. Chaque jour qui passait renforçait le message central du rituel. Elle n'était pas le sujet de l'événement, mais son support. La cérémonie ne s'adaptait pas à sa fragilité. C'était elle qui devait s'adapter à la cérémonie. Dans cette inversion des priorités se manifestait l'essence du pouvoir médiéval, une autorité qui se légitimait elle-même par l'obéissance absolue. Lorsque la 4e nuit arriva, la forteresse était toujours aussi silencieuse qu'au début. Dehors, l'hiver poursuivait son cours, indifférent. Dedans,
une fillette traversait un processus conçu pour effacer la frontière entre personne et fonction. La répétition ne visait pas seulement à confirmer un accord, elle cherchait à normaliser ce qui, autrement, aurait été insupportable. Ainsi, jour après jour, le rituel accomplissait sa mission la plus profonde. Non seulement il assurait une alliance, mais il transformait Isabelle en quelque chose de différent d'une enfant, en un élément stable de l'ordre politique, en une présence silencieuse dont la résistance n'était plus nécessaire, parce que le système avait appris à fonctionner sans l'écouter. L'autorité qui entourait Isabelle ne reposait pas uniquement sur les couronnes et les sceaux. Elle s'exprimait aussi dans le langage de la science de son temps, une science incomplète, entrelacée avec des croyances anciennes, l'astrologie et la doctrine religieuse, mais revêtue de légitimité. Les médecins de la cour n'étaient pas des figures marginales, c'étaient des hommes instruits, formés dans les universités, respectés comme des interprètes du corps et de l'ordre naturel. Au XIVe siècle, la médecine ne séparait pas le physique du moral. Le corps humain était compris comme un équilibre délicat d'humeur, influencé par la lune, les saisons et la disposition spirituelle. La fertilité n'était pas seulement une question biologique, c'était un signe d'harmonie cosmique. Pour qu'une union royale soit considérée valide, elle devait s'aligner sur cet ordre invisible. L'intention ne suffisait pas, la confirmation était nécessaire. Selon cette logique, le rituel prolongé prenait tout son sens. Chaque jour supplémentaire n'était pas perçu comme un fardeau, mais comme une occasion d'ajuster l'équilibre subtil. Les repas, les horaires, même la lumière étaient réglementés. Tout suivait un calendrier soigneusement conçu, comme si le corps de la fillette pouvait être accordé avec la précision d'un instrument. Les médecins parlaient de tempérament, de réponse, de signes que seuls eux affirmaient savoir interpréter. La religion renforçait ces idées. L'Église bénissait la procédure non comme un acte personnel, mais comme une mission supérieure. Si le mariage apportait la paix, alors tout sacrifice individuel était justifié. La souffrance n'était pas nommée comme telle, elle était transformée en épreuve, en dévotion, en accomplissement du devoir. De notre perspective, la fragilité de ces théories est évidente. Nous savons qu'elles étaient erronées, mais le plus troublant n'est pas seulement l'erreur, mais la certitude avec laquelle elles étaient appliquées. Personne dans la chambre ne doutait de son rôle. Chaque participant remplissait une fonction avalisée par la tradition, la foi et le savoir accepté de l'époque. La possibilité de remettre en question le système n'existait tout simplement pas. Cette utilisation de la science pour renforcer le pouvoir n'appartient pas seulement au passé. Tout au long de l'histoire, des théories médicales ont été utilisées pour justifier les inégalités, les silences et les abus. Les termes changent, les instruments changent, mais la structure se répète. Lorsque le savoir devient une autorité incontestable, l'humanité de l'individu est reléguée au second plan. Pour Isabelle, ces discussions complexes étaient incompréhensibles. Elle n'écoutait pas d'arguments, mais des pas qui s'approchaient. Elle ne comprenait ni les humeurs, ni les astres. Elle ne percevait que la répétition constante qui lui volait le sens même du temps. Son corps était observé, évalué, annoté, mais sa voix ne faisait pas partie du registre officiel. L'union devait être déclarée complète. Ce mot si simple dans les documents cachait un processus long et épuisant. Quand il serait finalement prononcé, il ne signifierait pas un soulagement immédiat. Il ne marquerait que la fin d'une phase administrative. Le système ne célébrait pas la fillette, il célébrait la confirmation que tout avait fonctionné comme prévu. Ainsi, la combinaison de la science, de la foi et de la politique scella le destin d'Isabelle avec une précision inquiétante. Il n'eut pas besoin de cruauté visible. Il suffit de la conviction que l'ordre devait être maintenu à tout prix. Et dans cet ordre implacable, la fillette n'était pas une erreur à corriger, mais un élément à utiliser. Une pièce de plus dans une machinerie qui avançait avec la certitude de celui qui croit agir au nom de la vérité absolue. Lorsque les jours touchèrent enfin à leur terme, ce qui resta ne fut pas un soulagement pour Isabelle,
mais du papier, de l'encre, des signatures. Son expérience se dissolvait en phrases techniques, en formules rédigées pour ne pas éveiller d'émotion. Les registres ne parlaient pas d'une fillette, mais d'un processus, d'une vérification accomplie conformément à la coutume, d'une procédure qui avait suivi son cours correct et sans accroc. Dans ces documents, le langage était froid et précis. Il n'y avait pas de place pour le tremblement de la peur, ni pour la confusion d'une enfant. Tout ce qui ne pouvait être mesuré était exclu de l'équation officielle. Les médecins consignaient des observations comme s'ils décrivaient un phénomène naturel, sans âme. Les clercs certifiaient que le rituel avait été approprié, parfaitement exécuté. Les témoins confirmaient la présence, la régularité, la continuité. L'humanité se perdait inexorablement entre les lignes. Le plus troublant de ces textes n'est pas ce qu'ils disent, mais ce qu'ils omettent avec une rigueur glaçante. Il n'existe pas un seul mot attribué à Isabelle, aucune lettre, aucune note personnelle, aucune trace de sa voix propre. Son silence ne fut pas fortuit, il fut nécessaire, absolument indispensable à la validation. Toute la structure dépendait de ce qu'elle ne parle pas, de ce qu'elle ne laisse aucun témoignage susceptible d'embarrasser les générations futures. Ce type de violence ne crie pas, il ne laisse pas de marques visibles sur le corps, il opère par la normalisation insidieuse de l'inacceptable. Personne ne se présentait comme bourreau. Chaque participant pouvait se convaincre qu'il ne faisait que remplir sa fonction, une tâche honorable et approuvée. C'est ce que nous appellerions aujourd'hui une violence administrative, exercée non par des individus cruels, mais par des systèmes froids et convaincus de leur légitimité absolue. À l'époque moderne, cette logique est étrangement familière. Des formulaires qui réduisent des vies à des catégories prédéfinies, des dossiers qui décident des destins sans écouter d'histoire, des procédures qui avancent avec une précision chirurgicale pendant que la personne au centre s'évanouit. Les contextes changent, mais le mécanisme persiste, implacable. Quand la bureaucratie devient plus importante que l'être humain, le dommage devient invisible, masqué par la procédure. Pour Isabelle, la fin du rituel ne signifiait ni compréhension, ni véritable clôture. Personne ne s'assit jamais pour lui expliquer ce qui s'était passé, pourquoi cela avait été nécessaire, ce qu'on attendait d'elle à partir de ce moment-là. Le système n'était pas conçu pour offrir du sens, seulement des résultats tangibles. Et le résultat, selon les registres impénétrables, était déclaré satisfaisant. Les mots finaux furent scellés en latin, une langue qu'elle ne maîtrisait pas. Pour les hommes qui signèrent, ces phrases représentaient l'ordre, la certitude, la stabilité du royaume. Pour la fillette, c'étaient des sons lointains, impossibles à déchiffrer. Son corps avait été traduit dans un langage qui ne lui appartenait pas. Ainsi, tandis que les documents étaient archivés aux côtés des traités et des accords diplomatiques, Isabelle restait en dehors de l'histoire officielle, convertie en preuve, mais jamais en narratrice de sa propre histoire. Son expérience ne survécut que comme une ombre ténue entre les registres, une présence à peine perceptible derrière l'autorité de l'encre et du parchemin. Et bien que le rituel ait été conclu, quelque chose d'essentiel avait été irrémédiablement perdu. Non pas dans les archives, mais dans l'espace silencieux où sa voix aurait dû se trouver. Ce vide, plus que n'importe quel mot écrit, est ce qui révèle la vraie nature de ce qui s'est passé. Car lorsque l'histoire avance sans écouter ceux qui la soutiennent de leur chair, elle laisse derrière elle un écho qu'aucun document ne peut effacer totalement. Après la proclamation officielle de la validation de l'union, la vie à la cour reprit son rythme extérieur. Banquets somptueux, audiences formelles, cérémonies publiques orchestrées. Pour ceux qui observaient de loin, tout indiquait que la paix avait été assurée et que la jeune reine occupait enfin la place qui lui revenait de droit. Cependant, à l'intérieur des murs froids, la réalité était bien différente. Isabelle n'émergea pas en tant qu'épouse, mais en tant que symbole vivant,
un emblème délicat qui devait être préservé avec soin, n'ont pas vécu pleinement. Richard II commença à prendre ses distances avec elle presque immédiatement. Il n'y eut aucune scène publique de rejet, ni de geste visible de cruauté manifeste. Son comportement fut correct, même empreint d'une certaine attention calculée. Il lui accorda ses propres appartements, une suite de serviteurs discrets, des bijoux précieux, tout ce qui confirmait son rang et son statut. Mais la proximité physique disparut totalement. La jeune reine ne fut plus jamais appelée au lit royal. Sa présence devint cérémonielle, presque abstraite, comme une figure d'ivoire. Les chroniqueurs de l'époque attestèrent de cette distance par des phrases ambiguës, laissant planer un doute. Certains insinuèrent que le roi était consumé par le souvenir de sa première épouse, Anne de Bohême. D'autres suggérèrent un conflit intérieur plus profond chez le monarque, une gêne silencieuse qui ne trouvait pas de mots pour s'exprimer. Dans une société où le pouvoir exigeait un contrôle absolu de soi, admettre le poids d'une culpabilité ou d'un inconfort aurait été perçu comme une faiblesse dangereuse, une brèche dans l'armure royale. Le silence, une fois de plus, s'avérait plus commode pour tous. Pour Isabelle, cette séparation ne signifiait pas un soulagement complet de son fardeau. Le rituel était terminé, certes, mais son corps restait un territoire politique constamment sous surveillance. Chaque geste était observé, chaque apparition publique mesurée au millimètre. Sa jeunesse, au lieu de la protéger, la transformait en une présence inconfortable pour la cour. Trop fragile pour satisfaire les attentes dynastiques immédiates, trop précieuse pour être complètement ignorée ou mise de côté. La cour la traitait avec un mélange subtil de respect et de distance prudente, non pas comme une enfant, ni comme une femme, mais comme quelque chose d'intermédiaire, d'indéfini, une reine sans fonction claire, un rappel constant de l'accord qu'il avait tant coûté d'assurer et de maintenir. Son identité resta suspendue, entre ce qu'elle avait été et ce qu'elle n'avait pas encore le droit de devenir. Du point de vue contemporain, cette étape révèle une autre forme d'abandon. Non pas celui du bruit et de la fureur, mais celui plus insidieux de l'absence. Elle ne fut pas poussée à la marge par une violence directe, mais par le retrait progressif et systématique du lien humain authentique. Isabelle existait entourée de personnes, mais profondément seule, isolée par son statut. Sa valeur résidait dans ce qu'elle représentait aux yeux des puissants, non dans ce qu'elle ressentait ou désirait en son fort intérieur. La distance de Richard n'effaça pas ce qui s'était passé dans cette chambre froide. Au contraire, elle l'encapsula, le transforma en un souvenir gelé qui ne pouvait être ni discuté, ni réparé. Pour le royaume d'Angleterre, l'affaire était désormais close, scellée. Pour la fillette, une nouvelle forme de silence, plus insidieux, commençait à peine son long chemin. Ainsi, Isabelle continua de vivre dans des palais qu'elle ne sentait plus siens, vêtue d'étoffes somptueuses qu'elle ne choisissait pas, saluant des visages qui l'observaient comme s'ils admiraient un objet précieux derrière une vitre protectrice. Elle avait rempli sa fonction, sa destinée. Cela suffisait amplement pour les chroniques officielles, mais pas pour elle-même. Car même si l'accord entre les couronnes se maintenait avec une fragile paix, quelque chose d'essentiel avait été irrémédiablement séparé en elle. La différence fondamentale entre simplement exister et être reconnue comme une humaine à part entière. L'équilibre précaire qui avait soutenu la cour anglaise se brisa quelques années plus tard. En 1399, Richard II fut déposé par Henri de Bolingbroke, qui monta sur le trône sous le nom d'Henri IV. Le roi qui avait été le centre d'une alliance coûteuse et de ce rituel inhumain tomba en disgrâce avec la même rapidité qu'il avait été élevé. Il fut confiné loin du pouvoir et mourut peu de temps après, entouré de rumeurs persistantes et de silences officiels troublants. Pour Isabelle, cela signifia un veuvage prématuré, brutalement imposé avant même qu'elle n'atteigne l'adolescence. Elle n'avait que 13 ans lorsqu'elle cessa d'être reine d'Angleterre. Cependant, sa nouvelle condition ne lui rendit pas la liberté tant espérée. Pendant de longs mois interminables, elle resta en suspens, tandis que son destin était à nouveau discuté à des tables, où elle n'avait, comme toujours, aucune place.
Ses biens, sa dot, même sa présence physique, redevenaient matière à de complexes négociations diplomatiques. Les hommes parlaient d'elle non comme d'une personne en deuil, mais comme s'il s'agissait d'un contrat incomplet, quelque chose qui devait être résolu avec le plus grand soin pour ne pas altérer à nouveau le fragile équilibre entre les couronnes françaises et anglaises. Finalement, la France exigea son retour au pays. L'argument était clair et sans appel. Sans roi, l'alliance avait perdu tout son sens, sa raison d'être. En 1401, Isabelle traversa à nouveau la Manche, ce bras de mer qui l'avait emportée si jeune. Elle avait alors 15 ans. Les chroniqueurs de l'époque décrivaient son arrivée avec des mots mesurés, presque révérencieux, mais toujours distants. Ils ne la présentaient pas comme une enfant qui rentrait chez elle, retrouvant ses racines. Non, ils la dépeignèrent comme une figure transformée par l'expérience, marquée par son passé. Son silence fut interprété comme de la dignité, sa pâleur comme de la noblesse d'âme. Elle vécut un temps retiré, discrètement, près de sa mère Isabeau. Elle évitait les apparitions publiques, les grands rassemblements. Certains disaient qu'elle refusait de porter les bijoux qu'elle avait autrefois arborés en Angleterre, comme s'ils appartenaient désormais à une autre vie, une autre personne qu'elle n'était plus. D'autres murmuraient qu'elle dormait toujours avec une bougie allumée à son chevet, incapable de faire confiance à l'obscurité totale ou aux portes fermées de la chambre, gardant ainsi une veille silencieuse. Rien de tout cela ne fut enregistré officiellement dans les archives royales. C'étaient des murmures fragiles, des fragments d'humanité qui survivaient uniquement en dehors des documents froids et impersonnels. Lorsqu'elle eut 16 ans, la machinerie du pouvoir se réactiva inéluctablement. Isabelle fut donnée en mariage pour la 2e fois, scellant ainsi un nouveau pacte. Cette fois, son époux fut Charles d'Orléans, un jeune noble plus proche de son âge, dont le regard n'était pas marqué par l'ombre d'une reine perdue. La cérémonie fut différente, moins ostentatoire, dénuée de la présence vigilante des médecins assermentés, sans le rituel prolongé et oppressant qui avait défini sa première union. Il n'y avait plus de traité à sceller sous le regard du monde, ni de royaume à rassurer par une démonstration physique. Pour la première fois de sa jeune existence, l'union n'était pas destinée à être observée par tous.